Bonsoir, bonsoir. Il est 18h41 et on a une sorte de mini quart d'heure auvergnat qui ne dure que 11 minutes. Ça va venir. Donc juste pour vous rappeler, donc, ce soir c'est apéro mois de novembre. Mais qu'est-ce que sont les apéros? Ce sont des after-work informels et conviviaux qui sont donc portés par la marque Auvergne qui est là. Jessica, lève la main, elle est là. Voilà. Si vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que marque Auvergne? Hop, elle est là, vous pouvez aller lui poser les questions. Et sur chaque territoire, donc il y en a dans l'Allier, il y en a dans le Cantal, organisé ici. Les organisateurs sont là et on organise donc bénévolement ces événements sur les différentes villes, donc chacun a sa ville un petit peu. Donc c'est Pauline Rivière, moi, hein. C'est un petit peu confus ce début, journaliste au Connecteur qui donc porte les apéros sur Clermont-Ferrand. Et donc ce soir on est sur un format envie d'entreprendre. Le format des apéros, c'est des pitchs de 4 minutes max pour présenter son activité, quelques questions vite fait, et un petit micro ouvert ou open mic. Où là, n'importe qui peut venir là, prendre la parole pendant 1 minute pour faire passer une info. C'est là que l'information circule. Et après, parce que dans apéro, il y a une sorte de forme de apéro, après, on boit un coup. Et on continue les échanges. Ce soir, c'est la brasserie Iska qui est à l'honneur, hein, brasserie locale. Donc, on pourra goûter la bière et on pourra aussi goûter les merveilleux thés glacés de Cartel Cycle Café. Petite nouveauté également, vous vous êtes fait harceler pour faire le petit bureau des enregistrements. Si vous flashez ce code qui est là, enfin ce QR code, ça vous permettra de voir qui sont les gens présents et comme ça, plutôt que de rester que avec des gens que vous connaissez au moment de l'apéro, vous pouvez, grâce à des petites anecdotes, les utiliser en brise-glace pour lancer une conversation avec un ou une parfaite inconnue. Voilà, j'ai fait le tour, donc on va commencer parce que merveilleux lieu ici, et donc on va laisser la parole à Julien qui va nous expliquer en fait ce que c'est que cet endroit. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et vu que c'est filmé, alors pour tous les pitchers, vous êtes au niveau de la pédale en termes de voilà. Moi aussi. Oui, bah oui, voilà, tu parles, donc voilà, c'est le point de repère. Et donc tu as par contre 4 minutes maximum comme les autres. Aïe. Ouais. C'est intransigeant. Et go. Eh ben, bienvenue à tous et bonsoir. Donc moi je suis Julien Lerlou, je suis entrepreneur depuis 12 ans, donc ça commence à faire un moment. Je suis passé par les dispositifs qui sont devenus la marque Auvergne, donc il y a maintenant 13 ans, un grand moment. Et mon activité principale, c'est la fabrication de vélos, donc c'est pour ça qu'il y a des vélos partout ici. Et la marque principale de mon activité s'appelle Victoire, donc il y a quelques Victoires ici. Victoire, c'est des vélos sur mesure faits dans notre atelier à Beaumont et vraiment fabriqués, c'est-à-dire qu'on part du tube pour souder, usiner, poncer, limer, peindre et assembler et obtenir des vélos. Et on a une deuxième marque qui s'appelle Distance qui est basée sur le même savoir-faire, fait par les mêmes personnes au même endroit mais avec des délais plus raisonnables, un prix plus raisonnable et une personnalisation moindre. Donc ici vous êtes chez Cartel et Cartel c'est notre boutique en fait, tout simplement. Nous on était dans notre atelier et j'étais pas satisfait de l'accueil qu'on pouvait proposer parce qu'un atelier il y a du bruit, il y a des machines mais on n'était pas forcément dans des bonnes conditions pour accueillir les clients. Donc un jour je suis tombé sur ce lieu que j'ai tout de suite aimé. On l'a investi à partir du mois d'août. Et donc ici c'est à la fois une boutique de vélos où vous pouvez acheter des vélos fabriqués en Auvergne, acheter des composants, des accessoires et tout ce qu'il faut pour la pratique du vélo. Mais également venir boire un café, se retrouver, échanger. Le lieu fait office de départ et arrivée de sortie vélo qu'on organise régulièrement. On organise aussi des événements. Si ça vous intéresse, ça vous paraît totalement bizarre, mais on fait un événement vendredi soir où on présente un fabricant de boîtes de vitesse pour vélo. Ça ne peut pas faire rêver les gens qui ne font pas de vélo, mais ceux qui font du vélo, ils sont très intéressés par ça. Donc on fait régulièrement des événements, souvent le vendredi soir, et puis le samedi on fait des sorties vélo, départ et arrivée d'ici.
Et je crois que ça va faire 4 minutes, non? C'est pas ça? Pas du tout, c'est Non. 2 minutes. Ouais, non, mais, on perd l'habitude au bout d'un moment. Voilà. Donc je sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir pendant toute la soirée. Et puis bon courage pour tout à l'heure. Merci. Et tu as bien dit, juste parce qu'il y a un atelier de réparation, je ne sais pas si tu l'as dit, ou je ne sais plus, mais est-ce que tu répares que non, ta marque? on répare tous les vélos. On ne touche pas juste au moteur électrique des trucs électriques. Mais sinon, on fait. Voilà. Si vous avez une crevaison, si vous avez des vitesses à régler, des freins, tout ça, on fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Julien? Tout était extrêmement clair. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci à toi et merci à vous. Poursuivons. Alors, on va accueillir tout de suite un Lionel, parce qu'il y en a deux. Un Lionel Mansour et donc le projet Perficience, préparation mentale, mais je ne veux pas trop en dire, je te laisse te présenter. Et donc le format, c'est donc qui tu es, ce que tu fais et pourquoi est-ce que tu le fais, toujours au niveau de la pédale. Au niveau de la pédale. Bon, super. Vers la pédale, c'est bon? 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à toutes et tous. Déjà, merci pour l'accueil et puis cette proposition. Merci à Lola qui est derrière l'écran et joueuse de tennis également, voilà, qui m'a parlé de ce projet. Donc voilà, c'est chouette. Du coup, moi, je m'appelle Lionel, je suis psychologue du sport. Et puis, je travaille par rapport à cette notion de préparation mentale. Et puis, dans cette appellation-là, il y a ce fameux mot mental dont on parle peut-être beaucoup. Alors, notamment dans le milieu du sport, mais pas que. Dans tout milieu confondu, on parle on parle beaucoup de santé mentale, on parle de tout se passe dans le mental, tout se passe dans la tête. J'entends très souvent parler de concentration aussi, le fameux, peut-être pour les parents avec leurs enfants, concentre-toi. Et au final, moi ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ce domaine-là, et en fait au tout départ je suis entraîneur de tennis. Et puis en fait j'ai eu des manques énormes en fait dans ma pratique, c'est-à-dire me dire ok, on travaille sur plein de dimensions. Dans le milieu sportif, c'est la préparation physique, on sait que c'est hyper important, on sait comment travailler ce domaine-là, l'aspect stratégique, tactique, l'aspect technique évidemment, donc j'imagine qu'il y a un parallèle aussi avec votre pratique dans chacun de métiers. Mais au final, l'aspect mental, concrètement, en fait, ça part finalement de là. C'est-à-dire, moi, je me suis aperçu à quel point on pouvait être fort sur plein de domaines. Si mentalement, on n'était pas prêt à le faire, on n'était pas en capacité en fait, d'exploiter ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est tout domaine confondu. Voilà, donc, moi, je trouve ça super chouette, en tout cas, de voir le parallèle avec tous les milieux, tous les domaines. Donc, je travaille avec le milieu sportif, mais également dans d'autres domaines, aussi milieu de l'entreprise. Plein de gens qui ont à prendre des décisions et pour être en capacité en fait on parlait tout à l'heure en discutant notre capacité à oser et à se lancer dans un projet, encore faut-il être capable émotionnellement aussi et mentalement de le faire. Donc voilà, c'est tout ce travail que je fais. Donc je travaille au sein de l'ASM Omnisport en fait, où il y a 15 disciplines différentes. Et je travaille aussi du coup en privé sur différents projets. Et voilà, donc en fait l'idée c'est de travailler concrètement en fait, sur cette dimension à travers un travail régulier. On sait maintenant, de par toutes les études validées scientifiquement, le travail que l'on peut faire sur la concentration, sur la gestion émotionnelle, sur la fixation d'objectifs. Et donc ça, c'est des domaines qui m'intéressent, qui me passionnent, et d'aller au-delà de essayer d'être fort mentalement. Et voilà, c'est vraiment une dimension qui se travaille. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans le timing ou pas. J'ai encore un peu de temps. Mais en tout cas, c'est une dimension qui m'intéresse particulièrement. Et si j'avais juste un mot à transmettre, c'est en fait, c'est encore une fois une dimension qui se travaille, qui demande du temps et de la régularité. Et donc, c'est un domaine qui se démocratise énormément, encore une fois. Donc là, il n'y a plus de tabou en fait, à en parler. Encore une fois, au niveau de la société, on parle beaucoup de santé mentale. C'est vraiment quelque chose qui est prégnant, mais reste à voir concrètement en fait, comment on le bosse. Et donc voilà, c'est le job qui m'intéresse et de voir à quel point en fait, on arrive
à optimiser son potentiel, à optimiser ses performances, peu importe le domaine, en partant finalement de ce socle qui est cette dimension mentale. Donc voilà, j'en suis passionné et puis c'est avec plaisir pour partager, discuter sur cette dimension-là. Voilà, merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi du coup j'en ai une parce que concrètement ça se passe comment en fait? C'est quoi? Tu dis genre allez vas-y, tu peux le faire, enfin, comment ça se passe? C'est des séances où on s'assoit? Alors, on n'est pas dans les extrêmes, c'est-à-dire on n'est pas à hurler comme ça, vas-y, ça va le faire, ou allongé sur le divan, voilà, même si je suis psychologue de formation. En fait, je donne souvent l'exemple c'est comme si on ouvrait, il y a plein de portes possibles, et puis on explore, on ouvre les portes ensemble en fait, de voir avec l'athlète ou la personne qui veut s'améliorer sur le plan psychologique, de voir en fait qu'est-ce qu'on peut explorer. Moi, je suis pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Voilà, je travaille avec, je sais pas moi, un perchiste de très haut niveau. C'est pas moi qui vais lui apprendre comment il va s'y prendre pour aller au-delà de 6 mètres. Voilà, et ça, c'est dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment d'arriver à questionner et prendre conscience en fait de ce qu'on met en place et de comment on fonctionne. En fait, la préparation mentale et la psychologie du sport, c'est apprendre à se connaître. Et en fait, souvent, on ne se connaît pas si bien que ça. Donc, c'est plutôt le travail, il est plutôt là. Ou on se connaît, mais on ne sait pas bien quoi faire avec cette information. Où on pense se connaître et en fait, on n'a pas conscience finalement à quel point on est performant plutôt dans ces domaines-là, plutôt dans d'autres domaines, ou à quel point là, on est plus en difficulté. C'est prendre conscience de ce qu'on fait. Par exemple, parler des émotions. La première étape, c'est déjà prendre conscience de ce qui se passe en nous pour pouvoir après trouver des stratégies. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question sur la préparation mentale, oser, tout ça et tout ça et tout ça? Oui. La question, c'est quel est le format concrètement? C'est un format sur plusieurs années, Ok, c'est une bonne question. Je préconise. Je suis pas du tout. Souvent, j'ai des demandes, par exemple, une coach qui me contacte, il y a une compète dimanche. Est-ce que vendredi, tu peux faire une séance d'1 heure parce que là, elle est au fond du seau. Non, ça marche pas comme ça. Moi, je refuse ce genre de travail. Par contre, c'est dans la régularité. C'est-à-dire que 6-7 séances, c'est le minimum. C'est des formats souvent entre 45 minutes et 1h15. Et en fait, ça va dépendre vraiment des problématiques des athlètes ou non sportifs. Ça peut être aussi une préparation mentale intégrée. Je vais sur le site d'entraînement, voir comment ça se passe. Ça peut être de travailler aussi avec le staff, toute la cellule. Je vous donne un exemple. On parlait de là il y a le rugby typiquement. Le rugby, il y a eu un travail sur le pôle psychologique qui a été énorme. Et en fait, il y a quelques années, ils travaillaient au niveau des joueurs. Puis ils sont aperçus qu'en fait, il y avait un travail à opérer au niveau du staff qui était particulièrement soumis au stress. Et puis au final, au niveau du staff, on a bossé aussi avec les dirigeants. Parce que forcément, peut-être le parallèle avec le milieu de l'entreprise. Mais en fait, voilà, chacun, on a nos émotions, on est poussé aussi parce qu'il y a le stress de notre hiérarchique, entre guillemets. Bref, il y a tout un travail là-dessus. Donc ça peut être soit en individuel avec l'athlète sur plusieurs séances. Alors des fois, effectivement, c'est plusieurs années. Mais le but, c'est que l'athlète soit autonome, qu'il ne dépende pas du prépa mental. Mais voilà, c'est vraiment variable en fait. Le format, il est très, très varié selon les besoins. Il n'y a pas un truc magique en 2 heures. Non, ce serait trop facile. Ce serait trop facile sinon. Voilà. Vous vous en apercevez. Peut-être que vous avez des pensées qui vous viennent, des pensées un peu parasites. Vous vous posez des questions. Souvent, on a cette petite voix qui a tendance à se faire des films. Je pense que là, je vois que ça acquiesce un peu. Je pense que c'est pas forcément que dans le milieu sportif. Et en fait, ça se travaille. Voilà, c'est qu'on a des émotions, on les a, on ne peut pas les éviter. Par contre, travailler sur la gestion de ses pensées, de finalement maîtriser aussi ses pensées, ça c'est quelque chose qui se travaille et qui est possible. Voilà, travailler la concentration, on en parle beaucoup. On sait que c'est un phénomène, c'est une grosse difficulté à l'heure actuelle, le niveau de concentration. En fait, c'est des choses qui se travaillent. Donc voilà, c'est un peu le... Est-ce qu'il y a une dernière question avant que... J'ai une petite question. Ouais. Vous avez beaucoup parlé du côté sport. Est-ce que actuellement vous accompagnez des chefs d'entreprise ou des porteurs de projets, peut-être des indépendants qui justement c'est un peu dans les mêmes mécaniques de performance, de se connaître, etc. Est-ce que vous êtes sur ces domaines? Alors, je travaille vraiment en 90% avec des sportifs. Et puis, j'ai de plus en plus de demandes hors sport. Même sur d'autres disciplines, j'ai des joueurs de poker par exemple, j'ai des traders qui sont amenés à prendre des décisions et en fait où c'est quelque chose qui peut paraître très rationnel, et puis en fait il y a les émotions qui rentrent en jeu. J'ai travaillé avec des prêtres
Alors ouais, c'est surprenant. C'est comment on gère un enterrement et puis juste après, 1 heure après, j'ai un mariage à gérer. Voilà. Et puis ce travail d'écoute. Écouter, c'est un travail de concentration. Donc finalement, c'est des athlètes, des champions dans leur discipline en fait. Donc ouais, je bosse avec plein de domaines différents et c'est fabuleux de voir en fait toutes les similitudes qu'il y a avec le milieu sportif en fait. Voilà, donc oui, je travaille avec plein de domaines différents. Eh bien, merci beaucoup Lionel. Merci à vous, avec plaisir. Et je ne le répéterai jamais assez souvent, Lionel sera à votre disposition du côté coin bar au moment de l'apéro si vous voulez papoter avec lui. Donc là, on va poursuivre avec Cécile Alibar de... Ouf, il y a un petit peu de préparatif. Elle arrive. De Flirter, c'est une artiste végétale éco-responsable. Tu dois, voilà. Et ben non, c'est au pif. Et donc là, hop, au niveau donc de la pédale. Tu me dis quand c'est top départ. 4, 3, 2, 1. C'est à toi, Cécile. Bonsoir à tous. Je suis Cécile Alibar, artiste végétale éco-responsable. Je suis unique, différente et je vais égayer votre quotidien. Cécile, qui en 2019 a eu un déclic, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais travaillé dans le domaine de ses études, faites 30 ans auparavant, dans le végétal. Cécile, qui s'est vue embarquer dans de nouvelles aventures, un tour de France de son projet, l'écriture de toutes ses idées dans une multitude de cahiers et la réalisation de formations avec un S pour être légitime. Cette Cécile, elle est devant vous et elle est à sa place. Je vous propose un petit exercice. Je vous demanderai de lever la main, s'il vous plaît, lorsque vous êtes concerné par la question. Qui ici aime le café ou le thé? Et vous gardez la main levée. Qui ici aime les gourmandises? Très bien. Je vais arrêter là. Vous pouvez donc, merci, rebaisser la main. Donc je vous annonce que vous avez tous, vous aussi, votre place au sein de mon lieu de bien-être par le végétal, Flirter avec l'essence. Voilà, la petite musique est là, c'est très bien. Donc je vous invite à me rejoindre dans un univers respectueux de l'environnement. Vous allez pouvoir faire passer comme ça. Vous avez un petit aperçu. Imaginez-vous dans un espace embaumé de senteurs florales, entouré par des bouquets magnifiques. Vous avez tout un univers qui est là pour vous. Le temps peut s'arrêter. Vous avez une bulle de verdure, une bulle végétale, une zone de quiétude. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc dans cet univers, vous y trouverez 3 bulles, 3 zones, 3 univers. Un espace extérieur calme et ressourçant. Une zone fraîche pour repartir avec un bouquet de fleurs locales. Et un jardin d'hiver, une zone de quiétude. Mon travail, c'est créer, transmettre et partager. Je réalise des lieux, des univers uniques et authentiques pour tous vos moments de la vie. Par exemple, pour les mariages, pour vos événements professionnels ou pour vos événements personnels, les mariages. Et tous vos sens sont en émoi puisque... Bonjour. Tous vos sens seront en émoi. Vous avez les 5 sens de flirter avec les sens qui circulent. J'attache beaucoup d'importance à l'environnement, à la protection de l'environnement dans ma démarche. Lorsque vous repartez de chez moi, vous pouvez emmener une création éco-responsable, puisque toutes les fleurs sont françaises. Elles ne sont pas traitées. Je respecte le tri des déchets. Les secondes mains est importante pour moi. Et bien sûr, vous aurez profité de cet événement et de ce lieu au maximum. Mon métier, c'est donc de créer, transmettre et partager. Et je crée le beau avec ce qui pousse à nos pieds.
Donc je vous emmène dans mon univers. Personne n'a mangé. Est-ce qu'il y a une question? Parce qu'il y a des Ah, choses faut dont qu'on je se n'ai mette pas parlé. Oui. Oui. Quelle est l'adresse? Et ben voilà, en fait, le lieu n'existe pas encore, c'est pour ça qu'il est là. Donc je cherche un lieu avec un extérieur, un patio, et ça sera à Clermont-Ferrand. Et par contre, je suis jusqu'au 23 décembre à Montferrand, à la maison de l'apothicaire, si vous voulez. C'est une entrée discrète. Entrée trop. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon. Ben, et de quoi est-ce que tu as besoin là donc en fait, c'est. Ouais, Là maintenant? Ouais. Ouais, je cherche le lieu en fait. Voilà. Et c'est quoi comme lieu qu'il faut? Donc un lieu qui permet de stocker des fleurs et de créer, et un extérieur. C'est vraiment mon ambition, c'est de végétaliser tous vos univers. Très bien, merci beaucoup. Et donc vous pourrez continuer de regarder Oui. l'univers. Je pense que parce que tu avais fait des petits gâteaux, c'est ça? Oui, donc en fait vous aviez tous les sens qui étaient représentés. Vous avez Certains ont ici osé en manger, d'autres pas. Peut-être tous qu'ils mes sont dans le regret. bouquets, voilà, tous mes bouquets sont parfumés ou vous normalement voilà. Et c'est local puisque vous avez du faux cumin par exemple, de la sauge, plein de choses. Donc je peux transmettre toutes mes connaissances. Eh bien, merci beaucoup. Merci. On va continuer avec Magali Maté. Oui. Avec le projet Racine de vie. Je l'ai interviewé il y a quoi, la semaine dernière, il y a 2 semaines? Il y a 15 jours à peu près. C'est tellement bien. Je vais bien présenter le projet. Donc, je vais laisser Magali parler du projet Racine de vie, qui a exactement aussi 4 minutes. Hop là, 5, 4. Vous pouvez vous étaler un petit peu plus, hein, vous n'êtes pas obligé de rester collé. Et go! Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je vais commencer avec une question. Est-ce que vous allez régulièrement dans les cimetières? Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Merci, ça raccourcit un petit peu ce que je voulais vous présenter, mais c'est exactement ça. En fait, je suis partie de Magali Maté, fondatrice de l'association Racine de vie et bien entourée. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas mourir tant que les cimetières étaient tels qu'ils sont. Envisager cette étape de la vie, là, c'est impossible pour moi. J'ai pas du tout envie de finir dans ces lieux ultra minéralisés, sans vie. C'est un peu, selon moi, du stockage. Donc le mot est vilain, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Et donc je me suis posé plusieurs questions, notamment, j'ai plusieurs questions, notamment comment laisser une planète un petit peu plus propre aux générations futures, comment valoriser aussi ce foncier, ces mètres carrés en zone urbaine ultra minéralisée, et également comment être acteur en fait de mes choix, de mes volontés lors de mes funérailles. Et en fait, toutes ces questions et bien d'autres que je vais vous épargner m'ont amené à créer un Racine de vie qui a pour but d'accompagner les municipalités dans l'évolution et la création de nouveaux lieux, de nouveaux cimetières plus écologiques, plus responsables, plus vertueux, et surtout plus vivants. Voilà, c'est un peu en décalage avec le cimetière, mais l'idée c'est vraiment d'en faire des lieux de vie et des lieux de savoir, des lieux de connaissance, des lieux de partage. Et je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui les cimetières représentent des zones assez polluées. Les matériaux qui sont utilisés souvent peuvent venir de l'autre bout de la planète.
Énormément de travaux ils sont réalisés. Vous allez trouver du bitume, vous allez trouver du béton, des bois, donc comme je vous disais, qui peuvent être importés. Et en fait, tout ça, plus le lieu, ça ne correspond pas du tout à mes volontés. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes qui me rejoignent. Donc voilà, Racines de Vie est né de tout ça. Et accompagner les municipalités pour vraiment valoriser ce foncier qui est cher, qui est rare. Et en faire, donc, comme je vous disais tout à l'heure, des lieux de connaissance, valoriser les personnes qui sont dans ces cimetières. On ne connaît pas l'histoire de notre commune. Un petit exemple sur une preuve de concept qui a été menée avec la commune de Saint-Amand-Talande. La famille La Tour Fondue à l'origine de l'eau courante dans la commune. Je ne suis pas certaine que beaucoup d'habitants de cette commune connaissent l'origine en fait, de l'eau courante de leur commune. Et en fait, cette famille a fait construire des fontaines dans la commune. Voilà. Et sauf que dans le cimetière, il y a la famille La Tour Fondue, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle a fait en fait, pour Saint-Amand. Et en fait, elle est juste à l'origine de l'eau courante dans ce village. Donc pourquoi pas valoriser au sein du cimetière ce qu'ont fait certaines personnes, mais également valoriser la faune, la flore, qui a toute son importance dans ces lieux, et justement créer des réservoirs de biodiversité dans ces lieux qui aujourd'hui sont morts, et justement les faire revivre et permettre aussi de créer du lien social dans ces lieux, créer des moments de partage pour les citoyens via peut-être des ateliers, c'est trop tard. Voilà, vous avez compris l'idée. Et du coup, juste pour conclure, la petite image qui m'a vraiment poussée à porter ce projet, c'est vraiment m'imaginer un peu renaître d'un arbre ou du végétal en fait. Et c'est aussi ce qui peut m'aider à me projeter dans cette étape de vie. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. On a entendu du coup tous les objectifs de ce qui vous pousse à faire ça, votre volonté. Et du coup, concrètement, quelles sont les idées, les solutions que vous mettez en place pour développer du coup toutes ces choses, toutes ces idées? Alors justement, sur la preuve de concept qu'on a fait à Saint-Amand-Talande, on part du cimetière existant, on garde ce qui est existant et en fait on apporte de la végétation tout autour, un cadre, on fait évoluer le cadre en apportant des bancs, des zones d'ombre, des lieux de cérémonies laïques abrités. Mais on envisage en fait le lieu dans sa globalité et dans tout son environnement en fait. Donc on se projette sur les parcelles qui sont accolées à ce terrain et on imagine et on propose à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans ce que peut devenir ce lieu en fait. Voilà. Mais du coup, vous parliez du fait de côté historique que les personnes avaient amené l'eau courante. C'est vrai. C'est des choses, c'est-à-dire que vous avez des choses explicatives, des panneaux, quelque chose de numérique qui permet aux gens en fait, de comprendre ça, par exemple? Alors, effectivement, donc, tout à l'heure, je parlais de la famille La Tour Fondue. La famille La Tour Fondue, l'idée, ce serait par exemple de créer aujourd'hui, vous avez une personne âgée qui va au cimetière arroser ses fleurs qui ne sont pas plastiques. Et du coup, elle est obligée de poser son jerrycan, son arrosoir par terre, le soulever. Donc l'idée en fait c'est de créer par exemple une vasque à l'effigie de la famille La Tour Fondue avec justement des panneaux explicatifs. Voilà. Pareil pour la faune, la flore, l'intérêt. Pouvoir proposer aussi peut-être des sorties peut-être scolaires ou des choses comme ça pour bien connaître l'histoire. Et pareil, faune, flore. Et effectivement, on envisage de proposer aussi via du numérique aussi l'histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Et en fait, le côté non polluant, du coup, je pense que tu t'intéresses à la terre à nation.
Alors, on s'intéresse à beaucoup de choses. Justement, les portes sont ouvertes pour toutes les personnes qui sont intéressées sur ce sujet. À créer un collectif pour pouvoir apporter des nouvelles techniques, des nouvelles propositions. Terramation, c'est quand on vient du compost, c'est ça? C'est ça. Mais il y a plein de... Je sais qu'en Suède et certains États aux États-Unis aussi s'y intéressent. Oui. Et effectivement, c'est beaucoup moins polluant et le corps se désagrège vraiment très très rapidement. Oui. Et du coup, après, il y a des plantes qui poussent dessus. En fait, c'est tout un écosystème qui est recréé en fait. C'est ça. Et effectivement, il y a moins de pollution avec les métaux, les bois, comme tu disais, qui viennent de ces eaux et qui sont traités sur tous ces bois. Exactement. Mais là, malheureusement, on n'est pas à 5 ans. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire bouger pour pouvoir... Pour l'instant, oui, c'est pas autorisé en France. Après, il y a pas mal aussi d'autres contraintes techniques à prendre en compte. On pense au compost de notre jardin et en fait, quand on l'applique au jardin, il y a beaucoup de contraintes techniques. Ah, mais j'imagine, mais c'est juste que... Et ça évolue en France, il y a une expérimentation qui va être menée pour peut-être légiférer, mais il y a aussi là... Il faut prendre en compte que c'est pas le compost justement au fond du jardin, c'est justement un corps humain avec des personnes qui vont travailler. Donc, ça prendrait une autre forme. Il y a du métier derrière aussi. Exactement. Il y a des mentalités qui doivent changer, c'est pas évident. Tout à fait. Et puis ça juste, je pose ça là et puis je m'en vais. L'idéal, c'est de pouvoir se faire en milieu contrôlé. Ah oui, ça arrive beaucoup. Je sais, mais du coup, c'est vrai aussi de regarder aussi chez les voisins. C'est très intéressant de voir. On pourrait lire l'article justement qui parle, qui parle aussi des autres initiatives qui peuvent se passer ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Ouais. En deux parties. La première, je voulais savoir, c'est les familles qui font appel à vous du coup? Non, moi c'est vraiment les municipalités. D'accord. Voilà. Parce que j'avais une question, moi, justement, pour parler des familles, on va dire, illustres, donc comme celles qui ont apporté l'eau. En fait, ce que je me demande, c'est ce que vous ne craignez pas d'invisibiliser des familles qui, par exemple, n'auraient pas fait, je ne peux pas le dire comme ça parce que c'est oui, non, mais je comprends. Enfin, vous comprenez, des familles qui n'auraient pas forcément de grands faits accomplis. Moi, je partage votre peur de la mort parce que j'ai pas envie qu'on m'oublie, en fait. C'est peut-être égoïste, mais je me demande, voilà, est-ce que vous n'avez pas peur d'invisibiliser des familles qui forcément se sentiraient peut-être un peu lésées et finalement de casser ce côté plus convivial que vous semblez chercher, en fait. Je ne sais pas si convivial c'est le mot qui vivant. Vivant, oui. Et en fait, ça, clairement, moi, je n'ai pas envie qu'on se souvienne de moi pour l'eau ou pour ce que j'aurais pu apporter ou même pour le projet. Mais par exemple, quand je disais renaître d'un arbre ou du végétal, clairement, c'est plus ça. Imaginer les générations futures qui vont venir grimper dans des branches d'arbres ou qui pourraient me représenter. C'est plutôt ça, moi, qui me fait vibrer. Donc du coup, voilà. L'idée aussi, c'est de créer un collectif aussi et de pouvoir... prendre les idées et avec les municipalités aussi, de proposer des ateliers avec les citoyens pour co-construire et envisager tout ça ensemble. Parce que justement, dans nos échanges, à la fin, il y a eu ce sujet de se dire que c'est un sujet qui parfois, en fait, qui est tabou, mais dès qu'on en parle, en fait, tout le monde a envie. Mais tout le monde a envie d'en parler parce qu'il y a très peu de lieux pour discuter de ces sujets-là. Et il y avait derrière cette idée que Racines de Vie, ça pouvait être aussi la possibilité de créer un collectif un peu, aussi informel qui permette de rassembler les personnes qui sont intéressées par discuter des sujets. On peut imaginer et juste de pouvoir cartographier déjà tous les professionnels qui travaillent. Ça, c'est le travail du connecteur, de faire des cartographies d'acteurs. Et puis après, éventuellement, justement, de pouvoir créer des temps de rencontres pour imaginer des choses, pourquoi pas. Ah, pardon. On a répondu. C'était répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et si alors le sujet vous intéresse, vous avez également Camille c'est ce que je voulais dire en fait. Camille qui a pitché la dernière fois et elle propose donc des tombes, des sépultures écologiques en pleine terre avec toutes bientôt en kit. Et donc vous pourrez aller lui poser tout plein de questions aussi parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur le droit funéraire, sur ce qui est légal, sur ce qui n'est pas légal et sur ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc voilà, vous avez 2 personnes à votre disposition. Et Camille en plus est présente dans l'association Racines de Vie et œuvre à mes côtés. Et donc merci beaucoup Magali. Merci à vous. On va donner la parole à l'autre Lionel.
Et où? Hop, là. Lionel, donc Evolk, on s'est croisés à Turing 22 et il m'a parlé de ce qu'il faisait. Je lui ai dit, ah bah tiens, viens parler à un apéro. Et hop, le voilà. Donc toujours un niveau la pédale, voilà. Et on lance et on est sur 4 minutes. Go! Donc, bonsoir à tous, Lionel Entrec, je suis architecte logiciel en freelance depuis septembre, c'est tout récent. Qu'est-ce que je fais? Je conçois et je développe des applications ou des sites web pour mes clients, ou bien j'améliore des applications existantes. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Ce qui est très en vogue, par exemple, c'est ajouter un chatbot sur son site de e-commerce. Ça peut être ce genre de demande. Je travaille aussi sur les process métiers de mes clients, pour optimiser leur performance, automatiser des tâches par exemple, qui sont rébarbatives, qui n'ont pas d'intérêt à être faites par un humain. Et justement, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle dont on parle depuis longtemps, donc c'est une technologie qui me permet d'aller plus loin que ce qu'on pouvait faire avant. En revanche, c'est quelque chose qui pose aussi des nouvelles contraintes, des nouvelles problématiques, et on en entend parler justement ces derniers jours avec l'actualité autour de ChatGPT, le licenciement d'un des 4 dirigeants. Donc, j'accompagne aussi les clients à choisir les bonnes solutions, se lier et faire confiance qu'à un seul service pour son business model, ça peut être dangereux. Donc il faut mesurer le pour et le contre, et il y a d'autres solutions, avoir sa propre IA qu'on héberge soi-même sur des serveurs qu'on loue. Donc ça peut être une solution pour résoudre des problèmes des clients. Et ma deuxième activité, c'est l'enseignement. Je suis enseignant à l'Université d'Auvergne, à l'ISIMA, l'école dont je suis diplômé. J'enseigne la Big Data et j'encadre les TP de Web Service. Et aussi, à partir de vendredi, je donnerai des cours en Python dans une autre école. C'est un langage de programmation très utilisé dans l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'on devait dire aussi? Pourquoi ce projet? Je suis les consignes. C'est d'abord parce que je suis passionné de technologie. J'aime découvrir de nouvelles choses, exploiter des nouvelles technologies, et l'intelligence artificielle justement, enfin l'actualité technologique aujourd'hui est très riche, ça n'a jamais été aussi rapide en termes d'évolution, donc ça représentait un challenge et des opportunités. C'est ce qui m'a motivé à me lancer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour Lionel? Moi j'en ai une. Non, mais parce qu'on entend beaucoup parler de ça. En fait, on entend parler, on comprend vite fait, plus ou moins. Et est-ce que, puisque tu es enseignant, enfin voilà, est-ce que parfois il est possible d'envisager que tu puisses expliquer simplement à des gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose, un peu les mécaniques de l'intelligence artificielle, d'un chat GPT, juste pour que les gens soient un peu conscients en fait de l'outil qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas. Est-ce que tu fais ce genre de choses ou pas? Je peux, si on me demande. Prends des, en fait, il y a les LLM, donc les Large Language Models, ça veut dire qu'on entraîne une intelligence artificielle sur plein de textes, et en réalité, pour nous répondre, elle va prendre ce qui est le plus probable pour elle d'être la bonne réponse, donc mot par mot. Voilà. Et donc là, je parle simplement de ce qui est textuel, mais c'est pareil pour les images. On les entraîne sur un corpus d'images très très grand, et quand on formule une demande, à partir de son modèle de données, elle va être capable de déterminer, de créer une image selon les probabilités que ça corresponde à ce qu'on a demandé par rapport à son entraînement. Et c'est pareil pour la musique, pour les vidéos, pour tous les contenus qu'on peut créer. Mais elle n'est pas très créative. Comme elle est entraînée sur un stock, c'est pas comme un artiste qui va créer quelque chose de nouveau. Elle va reproduire ce qu'elle a appris. Donc pas de souci pour les artistes. Je pense qu'ils ont un peu de temps devant. Il faut s'adapter, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur IA, intelligence artificielle, les programmation, les applications? Je me demande juste dans quelle mesure est-ce que vous utilisez vous-même les intelligences artificielles, par exemple ChatGPT, pour créer vos propres chatbots? Ça me permet, quand j'ai des recherches à faire, ça me permet d'aller plus vite, c'est un outil de travail, ça me donne des informations, mais il faut prendre du recul par rapport à ce qui est donné, qui peut être faux, elles ont tendance à halluciner.
Et sinon, pour créer un chatbot, oui, on le base sur ce qui s'appelle l'API. Donc on appelle ChatGPT, mais ce qu'il y a derrière ChatGPT, en fait, par exemple, ou un concurrent. Comme je disais, il y a d'autres solutions. Et on peut créer un agent, ce qu'on appelle un agent multimodal, c'est qu'on va lui apprendre à faire d'autres choses. On va lui apprendre aussi à générer des images et comment il fait pour appeler un service qui génère des images. On peut lui apprendre à générer un PDF pour que ça nous fasse notre document final à remettre à notre client, par exemple. Et lui apprendre à utiliser lui-même une intelligence artificielle plus développée, est-ce que c'est envisageable? Oui. Oh, oui. Mettons un chatbot qui finalement poserait la même question à ChatGPT et ainsi finalement on n'a qu'une passerelle et ça permet par exemple de limiter la taille du code. Quand on a un LLM, on peut lui apprendre à appeler d'autres services et ces services ça peut être n'importe quoi, un générateur de PDF, un traducteur, une autre IA, tout ce qu'on veut. Qui utilise ChatGPT juste comme ça? Oui, un peu quand même. Ça se démocratise ChatGPT. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Tu as parlé de Python tout à l'heure, est-ce que tu as d'autres langages que tu utilises pour coder? Oui, beaucoup le PHP pour faire les API. Puis après, il y a du Java aussi, c'est très rapide. En général, les applications sont modulaires. Pour une tâche précise, il y a un langage de prédilection et donc on choisit de préférence ce langage ou ce framework. Une dernière question. Bah, sinon, les deux Lionel... Ah ouais, vas-y. Le côté responsive, oui. Est-ce que un chatbot que vous avez programmé pour travailler sur un ordinateur, est-ce que le langage que vous allez utiliser sera aussi efficace, par exemple sur un smartphone? Oui. Ça ne posera pas de souci à ce niveau-là? Non, la partie responsive, c'est vraiment l'aspect graphique. Donc il faut prévoir quand on le réalise que ce soit compatible. Okay. Mais après, ce qu'il y a derrière, ce qu'on appelle le back-end, les traitements, ça ne change pas d'un OS à un autre, d'un appareil à un autre. Lionel sera à votre disposition pour parler Python, PHP, IA, application, ChatGPT et tout ce que on peut faire en fait quand on a une entreprise et qu'on veut justement un petit peu améliorer plein de choses. Oui. Et on va merci beaucoup Lionel. Et on va terminer avec Séverine, la folie des épingles. Et donc, pareil, je vais poser mes affaires. Oui, pose tes petites affaires, hein, fais comme chez toi. Et donc c'est pareil, on est sur 4 minutes avec la folie des épingles. Je vais pas dire ce que c'est parce que tu m'as dit c'est pas ça. C'est pas la pédale, voilà, c'est bon. Et go. Alors bonjour à tous, je suis Séverine Morel, j'habite à Aubière. L'année dernière, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle dans le milieu de la couture. J'ai fait un titre professionnel qui m'a formée en retouche, en patronage et en technique d'assemblage. Ensuite, suite à cette formation, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise au 15 septembre de cette année. Alors, mon entreprise, vous connaissez tous, je suis sûre, une couturière. Enfin, j'espère. Et vous êtes tous allés la voir en lui portant un ourlet. Ou autre chose, ou une retouche, peu importe. La couturière, eh bien, elle prend votre ourlet et elle vous annonce un délai qui pour vous semble long, bizarrement. Et pourquoi en fait une couturière a un délai aussi long? On ne se rend pas compte. On est seul en fait quand on est couturière dans notre boutique ou dans notre atelier. Et le délai qu'elle vous annonce, eh bien, il prend en compte sa vie. C'est-à-dire que elle a peut-être un enfant malade, elle est peut-être partie en vacances, elle est peut-être un petit peu fatiguée, elle a besoin d'avoir des rendez-vous médicaux. Et en fait, à chaque fois, elle est obligée de fermer. Et elle ne peut pas travailler pendant qu'elle est fermée. Ou alors, elle a tellement de flux clients qu'elle est débordée. Et elle ne s'en sort pas. Et c'est là, en fait, où j'ai décidé de pratiquer la couture différemment. J'ai décidé, en fait, d'être une couturière, mais une couturière volante. Donc, je m'adresse en fait à toutes les couturières professionnelles. Je me déplace auprès d'elles, je les démarche, je leur explique mon projet et en fait je viens les aider dans leur boutique. Donc je les aide en retouche, je les aide en création, je les aide également quand elles ont un rendez-vous médical.
eh bien, à ce moment-là, elles peuvent partir sereinement ou en formation. Elles me laissent les clés. Je gère leurs clients, je gère leurs retouches. Je fais tourner la boutique pendant leur absence. Donc, c'est un nouveau concept. Ça n'existe pas. Alors, vous allez me dire, si, bien sûr, les équipiers volants, ça existe. Je suis d'accord avec vous, ça existe dans le milieu bancaire, dans l'enseignement. Mais en couture, enfin, dans le milieu de l'artisanat, très peu. Et c'est vrai que j'ai décidé de partir sur ce chemin. Je trouve que de nos jours, c'est très très important de réussir à trouver l'équilibre dans son travail et d'aller au travail sereinement et sans stress. Et moi, je veux aider les couturières sur ce point-là. Donc, je veux vraiment un monde en paix, on va dire. Je travaille, donc je me déplace dans un rayon de 40 minutes autour de Clermont-Ferrand. Et je suis venue en fait ce soir m'adresser à vous. Vous êtes tous en fait des particuliers. Il y a très peu de couturières, je pense, dans l'assemblée. Et quand même, il y en a. Et en fait, je suis venue pour communiquer sur mon projet, justement parce que vous êtes tous un peu ambassadeurs de moi. Vous pouvez tous, dans votre village ou dans votre ville, voir votre couturière qui vous annonce un délai qui pour vous semble un peu long et vous dites mais j'ai entendu parler d'une fille qui peut venir vous aider. D'ailleurs, je tiens à votre disposition tout à l'heure une petite carte. N'oubliez pas de venir la prendre. Et vous pouvez juste en 2-3 mots dire à votre couturière mais je connais quelqu'un qui peut éventuellement vous aider, contactez-la, son projet est intéressant. Hein. Elle peut venir, elle peut se déplacer et à ce moment-là, leur venir en aide. C'est vrai que c'est assez nouveau et donc c'est pour ça qu'il faut que je communique là-dessus. Et je tenais à remercier énormément BGE, le groupe Et les filles c'est jeudi, la chambre de la couture du 63. Sans toutes ces personnes, je n'aurais jamais réussi à monter ce projet et à réussir à avoir déjà mes premiers contrats en 2 mois d'ouverture. Merci. Une question pour Séverine? Moi j'en ai une. Comment tu en sors de la confiance? Parce que bon, tu restes une inconnue. C'est ça. Pour qu'on te laisse les clés de la boutique, comment ça se passe? Alors en fait, justement, je parlais des réseaux. Le réseau Et les filles, la chambre de la couture. Donc je me suis mis dans les réseaux et j'ai beaucoup communiqué, j'ai beaucoup expliqué mon projet auprès de ces personnes-là. La chambre de la couture, c'est vraiment une association où on rencontre que des couturières. Et ensuite, les couturières se parlent entre elles et ça fait un peu effet boule de neige, bouche à oreille. Moi, je vais aussi démarcher les couturières, je me présente et donc du coup, j'instaure un climat de confiance en face à face avec la personne avec qui j'aimerais travailler. Je te fais confiance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quel serait le business model comment en fait tu vas gagner de l'argent? Est-ce que tu vas louer tes services? Est-ce que tu vas prendre un pourcentage sur les ventes? Et oui, en fait, il y a 3 types de contrats en fonction de la demande de la cliente. Donc, c'est un contrat de prestation de service. Et donc, en fonction de la demande, soit j'ai un tarif horaire, soit j'ai un tarif d'un forfait plus un pourcentage sur les retouches que je fais, et j'ai un autre tarif à la pièce. Donc ça, quand c'est un tarif à la pièce, c'est plutôt pour les retouches techniques. Ensuite, les tarifs horaires, c'est souvent sur une journée et c'est pour venir aider la couturière avec elle. C'est souvent ce tarif-là pour travailler avec elle. Et le tarif où c'est une base plus un pourcentage sur les retouches, ça s'adresse lorsque je suis en permanence pendant l'absence de la couturière. Voilà. C'est clair. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Peut-être toute bête, est-ce que vous êtes la seule à faire ça ou est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà? Justement, j'ai cherché et je n'ai trouvé personne. Comme je disais, ça existe dans le milieu bancaire, dans le milieu de l'enseignement, mais pas en couture. Et j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc voilà, je suis peut-être la première. Voilà. Il y a une question derrière, oui? On entend beaucoup parler du bonus réparation qui va être mis en place. Est-ce qu'il y a déjà des couturières sur Clermont-Ferrand qui sont éligibles à ce dispositif? Alors j'en ai entendu parler, on s'est renseigné bien sûr avec la chambre de la couture. C'est un dispositif qui est très contraignant. Il y a
très peu de couturières qui y sont éligibles, puisqu'il faut déjà avoir un diplôme, il faut avoir plus de 3 ans d'activité. C'est pas toutes les couturières qui sont installées qui ont un diplôme. Certaines en ont, d'autres n'ont pas, d'autres ont juste des formations, mais qui ne rentrent pas dans le cadre de ce bonus en fait. Donc du coup, on n'est pas éligible, et pas toutes. Et du coup, et puis après aussi, il faut voir le dossier qui est à remplir et la façon de se faire rembourser. C'est très dommage, ça fait énormément de paperasse pour l'artisan. Je vous invite à lire l'article sur le process, c'est assez intéressant. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Donc, Séverine et ses cartes seront à votre disposition. Merci. Avant de passer à l'apéro, puisque c'était le dernier pitch, c'est la partie Open Mic ou Open Micro, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir là et faire passer une information pendant 1 minute, soit un événement, une actu, se présenter rapidement, dire ce qu'il fait. Enfin, c'est Open Micro, donc n'importe qui peut venir là. Et alors, quelqu'un qui fait ça? Ah, alors, regardez, 2 personnes, mais... Et après, parce que tu viens quand même de Lyon. Et go. Céline, je travaille à Pâté-Aubière, et juste pour vous dire qu'on va avoir un petit film qui s'appelle Wonka sur la fin d'année, qui est comment Charlie et la chocolaterie, enfin avant que Charlie et la chocolaterie, et on va faire des animations le 17 décembre dans l'après-midi. Chocolat, dégustation de chocolat et création de petites sucettes en chocolat et tout pour les enfants. Plus d'informations prochainement sur notre page Facebook. Merci à vous. Oui, alors oui, effectivement, je m'appelle Ludovic, je suis un entrepreneur. Ma boîte s'appelle D'Envol, je viens de Lyon parce qu'en fait j'ai un collaborateur qui habite Bussé et nous travaillons sur l'ensemble de la France. Notre job au quotidien, c'est d'aider nos clients à se développer. Donc entre autres, sur Thiers, on accompagne une coutellerie à obtenir le crédit d'impôt métier d'art, crédit d'impôt d'artisan. On est un des spécialistes en France de ce fameux crédit d'impôt. Et aussi, on va aider aussi les entreprises à trouver toutes les aides et subventions. Par exemple, sur une tabletterie, on a obtenu sur 600 000 € d'investissement, on a obtenu 156 000 € d'aide et subventions. Voilà notre job au quotidien que je voulais venir vous partager. Merci à tous. Alors, bonsoir. Donc moi je m'appelle Floriane, j'ai créé les pépites du tiroir et je fais juste 30 secondes pour vous dire que je serai sur Origine Auvergne tout le week-end. Voilà, j'en profite. Je vais dire le principal. Concrètement, j'ai créé l'entreprise depuis février et là j'ai sorti un prototype de support planche à base de 75% de papier recyclé, ce qui m'a permis de créer en fait du petit mobilier. Voilà, je vous en dis pas plus. 150. Gilles et Émilie, venez. Allez, j'en ramène d'autres. Eh oui, bah oui, bonjour. Parce qu'on sera tous. C'est les mousquetaires en fait. On rentre pas. Si, vas-y, serre-toi. On est tous au salon aussi. C'est bon? Encore là? Il va trop se coller. On va tous au salon Origine Auvergne aussi en fait. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc moi, à partir de vendredi après-midi jusqu'à dimanche soir. Quel stand? 43. Moi c'est le stand 130, les papiers enchantés. Moi je ne sais pas, c'est mes petites fleurs d'Auvergne, mais j'anime des ateliers pour créer une carte de vœux en fleurs séchées. Et sinon, venez au 130, je sais qu'elle est pas loin de moi. Voilà. Merci pour votre visite. À la grande halle. À la grande halle, donc vendredi après-midi, samedi, dimanche. Il y a pas mal de panneaux quand même, donc là. Oui, je pense que vous allez trouver. Il y a toutes les infos. Est-ce qu'on va faire circuler de l'info? S'il n'y a plus d'infos. Ah, mais oui. Ça, c'est une merveilleuse personne. Tout le monde est merveilleux, mais pas.
Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, moi, c'est Valentin, je suis conseiller formateur à BGE. Donc, on accompagne les porteurs de projets de l'idée émergente jusqu'à la concrétisation de leur business plan. Donc, sur toutes les phases et les étapes de la création d'entreprise, on intervient. Mais ce soir, je voulais juste vous présenter un nouveau dispositif qu'on a qui est Incubatest, qui permet tout simplement en fait, de tester votre activité en grandeur nature. On va vous accompagner aussi, mais plutôt dans le concret, c'est-à-dire dans le faire. On vous accompagne dans le test de votre activité. Donc c'est un nouveau dispositif qui est dispensé par BGE. Donc n'hésitez pas, si vous avez une idée de création émergente, une idée déjà très précise que vous voulez tester, n'hésitez pas à contacter BGE. Merci à toutes et à tous. Oui. Et donc, c'est la fin de l'Open Micro. Merci beaucoup pour les pitchs. Je suis en train de voir pour le mois de décembre, parce qu'en fait, le mois de décembre est un petit peu court avec les vacances et tout ça. Donc, pour le prochain, un petit peu sur le thème de Noël, hein, normalement. Et donc, vous pouvez retrouver tous les replays des apéros sur le site du connecteur, parce que voilà, Lola, elle est là, mais elle fait les captations. Si vous voulez vous remettre et vous refaire votre pitch préféré, vous pouvez. Ouais, sur YouTube, en effet. Et puis donc là, maintenant, c'est le moment de l'apéro. L'apéro, très important, c'est Marc Auvergne qui l'offre. Donc on remercie Marc Auvergne. Et comme je vous disais, c'est bière et thé glacé. Donc merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu présent. Et c'était un plaisir de vous avoir encore une fois parmi nous. Et merci beaucoup, Cartel Cycle Café. Merci.